Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et bienvenue dans ce premier rendez-vous de l'autonomie que propose le Conseil départemental de la Mayenne. Une rencontre d'information, de sensibilisation pour vous familiariser plus encore aux enjeux et aux perspectives du vieillissement. Un rendez-vous qui se veut pédagogique et participatif, puisque vous aurez tout à l'heure largement l'occasion de poser vos questions au professeur Beru, ici présent. D'abord, je vais laisser la parole au président du conseil départemental qui nous accueille, Olivier Richou, si vous voulez bien. Je suis heureux de vous accueillir ici, un peu sur des terres, beaucoup d'entre vous le savent, j'ai été maire de Changé dans une vie pas si lointaine que ça, et c'est l'occasion aussi pour vous de découvrir un lieu sans doute que vous ne connaissez pas, car c'est un lieu qui n'est pas ouvert autant que d'autres, bien évidemment, à l'activité importante pour nous, qui est une activité qui consiste à la fois d'être un lieu de spectacle, mais aussi un lieu qui permet de tenir des conférences comme celle-ci. Je suis heureux de vous accueillir à ce premier rendez-vous. Ça veut dire, si c'est le premier, qu'il y en a d'autres qui suivront. Et sur vos agendas, vous pouvez déjà noter la date du 25 septembre, puisque ça sera le prochain rendez-vous que nous vous proposerons, sur un thème essentiel pour le département. Essentiel pourquoi? Parce que si les départements existent encore aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils ont en charge toutes les questions de proximité, notamment en matière sociale, et notamment auprès des personnes âgées. Cette proximité est une marque de fabrique des départements, sujet essentiel, pas seulement pour leur budget, mais aussi dans la conception même des choses. Et donc il est extrêmement important pour nous de mettre en œuvre ce schéma de l'autonomie que nous avons déjà adopté, pour lequel vous êtes un grand nombre à avoir participé, de continuer à le faire vivre à travers ces rendez-vous qui seront l'occasion de faire le point régulièrement sur l'avancée de ces questions. Avec, dans le cas présent, un focus plus particulier sur les personnes âgées. Notre objectif, nous, département, étant de faire en sorte que l'on puisse bien vieillir en Mayenne, que nos Mayennais puissent bien vieillir en Mayenne. Qu'ils n'aient pas besoin nécessairement d'aller ailleurs, qu'ils puissent rester sur leur territoire, et que ce bien vieillir en Mayenne puisse se décliner dans une approche nouvelle. Une approche nouvelle parce que, je l'ai déjà dit, l'EHPAD du XXe siècle, c'est fini. L'EHPAD à papa, pardon pour l'expression, c'est fini pour les années qui viennent. Et donc il faut se préparer. Vous êtes nombreux à avoir déjà assisté à des temps de rencontres que nous avons eus avec les présidents et les directeurs d'EHPAD. Il faut se préparer effectivement à une approche nouvelle, différente. Et on a besoin pour ça d'avoir aussi des experts qui nous donnent des orientations. Et ça sera le rôle que le professeur Beru, qui est un grand spécialiste national reconnu de gérontologie et qui s'occupe du gérontopole à Nantes, c'est quelques lignes qu'il va pouvoir nous tracer dans le domaine qui vont nous être utiles pour progresser et pour décliner ensuite, avec l'ensemble des acteurs, ce bien vieillir en Mayenne. Quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est bien sûr les élus, qui pour moi sont toujours les interlocuteurs premiers, à la fois les conseils départementaux, mais aussi les maires, qui souvent sont présidents de leur conseil d'administration ou du conseil de surveillance. C'est aussi, bien sûr, l'ensemble des associations qui participent au bien vieillir en Mayenne, de maintien à domicile notamment. L'ensemble des acteurs du logement, je pense aussi aux bailleurs sociaux, qui ont toute leur place dans ce dispositif. Et puis, aux établissements, quelle que soit leur forme, privée ou publique, et quel que soit, j'allais dire, leur statut, résidence d'autonomie ou EHPAD. Cette réflexion collective, il faut que nous l'ayons, et elle a pour objectif de déboucher dans les mois qui viennent à des orientations en lien avec le schéma de l'autonomie qui vous seront proposées. Et elles vous seront proposées parce qu'on les aura bâties ensemble, avec l'aide du gérontopole, pour qu'effectivement elles soient à la fois partagées dans les territoires et partagées par les différents acteurs qui interviennent dans le cadre de ce bien vieillir en Mayenne, avec bien sûr un lien particulier avec l'ARS qui, on le sait, est un acteur indispensable dans ce champ d'action. Voilà les quelques mots d'introduction.
Ça suppose aussi une mobilisation de tous les services du conseil départemental, et je sais pouvoir compter sur les collaborateurs, notamment Nicolas Glière, qui peut-être peut se lever, parce qu'il est arrivé récemment dans le département. Nicolas Glière est le directeur de l'autonomie, il a remplacé M. Cruard, un certain nombre d'entre vous connaissiez. Voilà, donc il arrive de Nantes, où il exerçait des fonctions identiques à la région, et donc il est depuis quelques mois maintenant, 6 mois maintenant, en place. Merci de votre présence, et puis je recède la parole à notre animateur tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Donc le professeur Berru qui va intervenir maintenant, qui est professeur de gériatrie et biologie du vieillissement à l'Université de Nantes. Il dirige également le pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU et président fondateur, vous l'avez dit, du Gérontopole des Pays de la Loire. Un chiffre, mais je pense que le professeur va le rappeler dans un instant, en 2027, les baby-boomers vont atteindre 85 ans et plus. Évidemment, ça va être synonyme d'une très forte augmentation du nombre de personnes dépendantes, avec les évolutions du corps qui sont liées à l'avancée en âge, qui sont très variables selon les individus. Eh bien, vos structures, en tout cas certaines que vous dirigez, doivent s'adapter selon ces dimensions physiologiques, psychologiques et sociales des patients. Autrement dit, et le président l'a dit à l'instant, la population qui va fréquenter ces établissements dans quelques années n'aura rien à voir avec celle qui s'y trouve aujourd'hui. Un véritable enjeu de société, donc, sur lequel va revenir maintenant le professeur Berru, en abordant les nouveaux enjeux du vieillissement, les conséquences de cette transition démographique pour les territoires, et en particulier celui de la Mayenne, et puis les perspectives en matière de mode d'hébergement. Je vous laisse la parole pour une trentaine de minutes. Et le micro va marcher, je pense, au pupitre, allez-y. Je pense que le président a très bien tracé la route. Il s'agit du bien vieillir, d'une part, et d'autre part, de renouveler notre regard sur les modalités de prise en charge. Je pense que ça trace des lignes de force importantes. Et peut-être pour illustrer ça dans un premier temps, on va décrire un paysage général sur le vieillissement, pour après se concentrer progressivement vers les conséquences de ce paysage pour notre pratique au quotidien, au plus proche. Le premier point, et ça vient d'être rappelé, c'est qu'on assiste en ce moment à une période très particulière. Nous sommes en veille de combat. Nous sommes actuellement dans cette période où les armées entretiennent les armes, où les cantines engrangent les victuailles, où le bivouac s'organise, parce que l'assaut, c'est pour demain. La plaine où blanchit la campagne. Nous sommes dans cette période-là sans le savoir. Le vieillissement s'est invité dans le calendrier législatif et dans les préoccupations depuis une bonne dizaine d'années. On peut retracer très brièvement la création des CLIC en 2000. On peut parler des 3 plans Alzheimer dans le dernier présidentiel qui a couru sur 5 ans. On peut parler de l'évolution du système de santé regroupant sanitaire et médico-social avec la création des ARS avec la loi HPST. Et on peut parler de la réorganisation de la prise en charge de la dépendance par la prestation spécifique des dépendances de 1997 et l'allocation personnalisée de 2002, et la loi d'adaptation société au vieillissement, qui a été une longue gestation, puisque ça a commencé avec le débat dépendance en 2010, pour aboutir à un programme législatif en décembre 2015, pour voir plus de 87 décrets apparaître au journal officiel en moins de 6 mois. On est dans une période donc où on pourrait dire que le cadrage législatif de la prise en charge des personnes âgées a été conçu, et peut-être que même d'ailleurs du côté de l'État, il n'y a même pas besoin de faire un secrétariat d'État aux personnes âgées, puisque les choses sont faites. Donc on pourrait se dire que nous sommes en ligne de flottaison, voilà, il faut simplement appliquer les décrets, et voilà. Mais on a un accident démographique incroyable qui est survenu en 1944 et qui s'est fini en 1973. La France, et c'est le seul pays en Europe qui l'a vécu, on a connu une surnatalité pendant 30 ans. Ceci aboutit, comme ça vient d'être rappelé, à une proportion de personnes de plus de 85 ans très importante, à partir de 2027. Et ce sont les premiers baby-boomers nés
juste après la libération. Et ça va se poursuivre jusqu'aux enfants de 1973, ce qui va finalement nous occuper jusqu'en 2060 pour pouvoir s'estomper progressivement vers 2100-2125. Parce qu'en même temps, on a une augmentation de l'espérance de vie, alors qui a un peu stagné, etc., mais enfin qui est quand même là entre 2 et 3 mois par an de gain d'espérance de vie, avec également une qualité de vie qu'on n'a jamais connue jusqu'alors, en particulier au grand âge. Donc nous sommes en veille d'armes. Alors c'est sûr que le grand accident démographique personnes âgées de plus de 85 ans ne va pas se dérouler dans les 5 ans. On pourrait se dire que finalement on peut peut-être se passer encore d'un secrétariat d'État aux personnes âgées pendant 5 ans, mais ça va correspondre aux préoccupations très très importantes pour la législature d'après. Alors on pourrait se dire qu'on a un peu de temps. Mais en fait, là on parlerait d'un aspect très particulier du vieillissement, qui serait l'appui médico-social, mais on ne parlerait pas de bien vieillir. En effet, on a une génération après-guerre qui est particulière. C'est cette génération qui a remis en cause les codes sociaux, les codes politiques. C'est la génération des baby-boomers, qui est une génération d'innovation, de remise en cause, de réflexion, de volonté d'autonomie, voire d'individualisme. C'est aussi une génération qui s'est vue bénéficiaire des 30 ans de croissance de la France, qui avoisinait les 2 chiffres. À l'époque, ce n'était pas en Chine, c'était en France. Et donc, qui représente un bas de laine de 534 milliards d'euros, qui sont dans une génération. C'est aussi une génération qui a envie d'innover, qui n'a pas du tout les mêmes codes que les générations d'avant. Pour l'illustrer, quelquefois, je m'amuse à décrire la génération des Jules de la guerre de 14, qui sont un peu nos modèles de personnes âgées, qui va être remplacée par la génération des Philippe. Jusqu'au 7 mai, je m'amusais à dire que Philippe était marié avec Brigitte, mais je ne le dis plus. Mais en tout cas, Philippe n'a pas du tout la même relation à la société que Jules. Jules était arrivé au lycée républicain, à la caserne, au lieu collectif, et quand on lui propose un couloir avec des cellules de chaque côté, finalement il se retrouve dans un milieu de vie avec lequel il est habitué. Une douche par semaine, c'est l'habitude. Et être ensemble, c'est toujours mieux. Je me souviens d'une enquête qu'on avait faite dans les années 90 pour restaurer un hôpital. On avait demandé aux gens s'ils préféraient des chambres à 2 lits, à 1 lit, à 3 lits. La grande majorité dit au moins 2 lits. Parce qu'au moins, comme ça, on peut parler avec le voisin. On en est très loin avec la génération des Kevin, isolés avec les écouteurs. Donc, on voit bien que derrière cet aspect de génération, il y a un peu plus que la coïncidence avec la date de naissance. Il y a une véritable culture différente. Ce ne sont plus du tout les mêmes personnes. Ce sont des personnes intermédiaires entre le Jules que l'on a en tête et les XY avec lesquels on vit tous les jours. Et ces personnes-là vont avoir une demande sociétale différente. Vous pourriez me dire, oui, mais peut-être, une fois qu'ils sont dépendants, quelle que soit leur demande, il faudra bien qu'on s'en occupe. Oui, mais dans ce cas-là, on va s'interroger sur le concept de dépendance. Parce que ce concept de dépendance, c'est un concept de gestion, un concept opératoire. À partir d'un certain niveau d'aide, ça coûte à la société. Ça devient quelque part un handicap, au sens de désavantage social, selon l'OMS. Et dans ce cas-là, il est évident qu'il faut que les collectivités s'en préoccupent. Pour quitter l'allocation personnalisée tierce personne d'autrefois, on a créé la prestation spécifique dépendance et l'allocation personnalisée autonomie, et on a créé un concept opératoire de gestion qui est d'évaluer le niveau requis de soins pour le financer. Ceci est un gain considérable par rapport à ce qui existait avant. Mais en même temps, en fait, on a créé un monstre. En effet, je force un peu le trait, mais c'est pédagogique pour vous expliquer. On a créé un monstre parce que
à partir du moment où des collectivités étaient chargées de redistribuer des fonds collectifs pour la dépendance, on s'est dit que cette collectivité était chargée du vieillissement parce qu'elle s'occupait d'une caractéristique que n'ont pas les autres populations, qui est la dépendance. Et donc, on a commencé à construire une image du vieillissement centrée sur la dépendance. Ça a été, dans un premier temps, un bénéfice. Mais aujourd'hui, on arrive un peu aux limites de cela. Premièrement, il y a un chiffre à retenir. 17% des personnes de plus de 80 ans sont dépendantes. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire que c'est énorme, 17%, et que ça va nous coûter très très cher. Ça va coûter entre 2,5 et 3 points de PIB, et que c'est un vrai souci, et que, etc., etc. Je n'ai pas besoin de vous faire la litanie, parce que c'est vraiment ce que l'on partage en permanence. Mais 17% de plus de 80 ans, ça veut dire que 83% des personnes ne sont pas dépendantes. Et quand on parle de bien vieillir, ça intègre les 83% non dépendants. On est dépendant pendant 18 mois. Il n'y a que 45% des personnes de plus de 55 ans qui travaillent. Donc, on a créé un espace très particulier entre 55 et 60 ans, les zones sont floues maintenant d'arrêt de l'activité professionnelle. On meurt vers 88 ans, on est dépendant pendant 18 mois. Donc, on a créé un espace de vie sans travail entre 55 et 60 ans et 85 à 86 ans. On a créé 25 à 30 ans de vie autonome, participant à la société. Souvent, il y a des mandats électifs, il y a des présidents d'associations, il y a énormément de personnes qui s'engagent pour la collectivité. En plus, ça fait partie de la culture collectiviste de certains baby-boomers qui font tourner la machine. L'action de l'État en matière sociale repose sur le partenariat avec les associations en grande partie. Et donc, cette génération-là est une génération qui est très très active, très autonome, aidant aussi les enfants à travers la garde des petits-enfants, à travers la transmission culturelle, à travers la vie de nos bourgs, à travers la vie sociale, tout simplement. Et donc, réduire le vieillissement, c'est-à-dire la période après l'âge du travail, à la dépendance, on conçoit que ça devient pas simplement un point de vue, mais ça devient une erreur. Et si on concentre l'ensemble de nos forces et de notre politique à s'occuper uniquement de la dépendance, on va avoir un grand, grand problème. On ne va rien prévoir, on ne va rien structurer, on va laisser mourir les territoires, on ne va pas construire de projets collectifs, en attendant que les gens soient dépendants pour devenir intéressants parce qu'ils coûtent. Donc, il faut qu'on élargisse le regard à l'ensemble du champ du vieillissement, que l'on sache aussi bénéficier de ces forces vives qui représentent à peu près 35 milliards d'euros de production d'activités bénévoles en France par an, et qu'on puisse faire vivre nos territoires sur ses forces, sur son expertise. Une personne qui a eu une profession toute sa vie, une femme qui a eu une activité souvent en milieu rural, à la fois professionnelle, familiale et de solidarité, c'est une grande expertise. Si on se prive de cela parce qu'on attend qu'ils aient un GIR 4, c'est catastrophique. La dépendance pose aussi un autre problème. C'est qu'à l'époque, et je l'ai vécu en 97, quand on réfléchissait à mettre en place la prestation spécifique dépendance, il n'y avait aucun médecin au rendez-vous. Les médecins, ça ne les intéressait pas, la dépendance. Ce n'était pas leur truc. D'ailleurs, les vieux, ça ne les intéresse pas beaucoup. C'est connu. Et on s'est retrouvé finalement avec un concept dans le champ social non irrigué par une compréhension de la personne. Et d'ailleurs, l'entourloupe intellectuelle avec lequel on traite le problème, c'est la fameuse phrase « la dépendance liée à l'âge ». La dépendance liée à l'âge, c'est typiquement un cul-de-sac de la pensée. Je ne sais pas ce que c'est que l'âge. Excusez-moi, j'y ai un peu réfléchi. C'est quoi l'âge? En quoi l'âge est explicatif de quelque chose? Je pourrais le détailler, je ferai une deuxième conférence là-dessus. En fait, la dépendance des personnes âgées
elle est due à un facteur qui est la diminution de l'adaptation du cerveau à l'environnement. C'est un mécanisme très particulier du cerveau qui est que nous avons des fonctions qui nous permettent de nous adapter tous les jours à l'environnement, aux autres. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Pour faire bref, notre cerveau, à côté de ses capacités pour faire des mouvements, de la sensibilité, de la sensorialité, il a des petits logiciels qu'on appelle les fonctions de connaissance ou cognitives, pour faire de la mémoire, pour faire du langage, pour faire du calcul. Et il y a des sortes de métafonctions qui organisent l'ensemble de ces petits logiciels et qui permettent de faire des stratégies dont on se sert toute la journée, quand on conduit sa voiture, quand on prépare son emploi du temps, quand on réfléchit à une situation pour laquelle il faut innover. Ce sont les fonctions exécutives. Elles sont situées au devant, sur le lobe frontal, et dans des structures assez profondes. La personne âgée, du fait d'un vieillissement vasculaire, du fait d'altérations profondes du cerveau qui s'installent progressivement, vont avoir une diminution de la capacité d'adaptation. Ce sont les fonctions exécutives. Et plus ces fonctions exécutives vont être atteintes, plus la capacité d'adaptation à l'environnement et à la maîtrise de son corps vont diminuer. C'est l'explication de la dépendance de la personne âgée. Dans ce cas-là, nous ne sommes plus sur un fatalisme social, mais on est sur un mécanisme qui peut en grande partie se prévenir par un prix de prévention en santé, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, et qui surtout modifie complètement la prise en charge. Un simple exemple, vous avez quelqu'un qui ne peut pas se laver. Si votre travail, c'est d'être un professionnel de la dépendance, et que la motivation de votre salaire, c'est de faire ce que la personne ne peut pas faire, ben vous allez la laver. C'est ce que l'on dit au personnel des EHPAD toute la journée. Vous êtes là pour vous occuper de la dépendance. Lavez, lavez donc, donnez à manger, etc. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'être aux côtés de la personne comme un coach qui essaye de favoriser au maximum les capacités restantes. Et que tout ce que peut faire la personne, elle puisse le faire, sans faire à sa place. On n'est plus à chronométrer les temps de toilette comme on a pu le voir. On est dans un coaching de l'autre. De la même manière, la vie commune est un temps important de rééducation cognitive. Pour cela, il faut qu'il y ait des moyens collectifs. Or, un financement qui est simplement lié au niveau de dépendance de chaque résident ne permet pas le financement des actions collectives. Vous voyez bien comment on fait pour essayer de financer un animateur. On fait une belle lettre à la Fondation de France. Alors que c'est le centre de la prise en charge. On a un peu raté la cible. D'autre part, si on regarde l'intitulé établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, on se rend compte qu'on ne décrit pas la réalité. Il y a 46% des GIR2, donc quand même dépendants, qui sont à domicile. Donc la dépendance, elle n'est pas dans les établissements pour dépendance, pour pratiquement la moitié d'entre eux. On voit bien que quand on rentre dans ces établissements-là, c'est qu'on a un trouble des fonctions exécutives suffisamment sévère pour être dans la classification des syndromes démentiels, avec ou sans trouble du comportement. Ça, c'est un autre débat. En tout cas, c'est un aspect. Mais quand vous avez une dépendance cognitive qui n'entraîne pas une modification trop considérable de lien avec l'environnement, vous pouvez rester à domicile, surtout depuis que la CNSA a été créée en 2003 et qu'il y a une augmentation des moyens d'aide à domicile. Donc si on prend la dépendance, on s'aperçoit que ces établissements, finalement, ratent un peu leur but à deux niveaux. Ils s'occupent que de la moitié des dépendants, si c'est vraiment là pour la dépendance, et en plus, ils s'occupent mal de la dépendance, parce qu'ils s'occupent de la dépendance, mais pas de sa cause.
et finalement de ce qu'attendent les personnes. Pourquoi des formations comme Humanitude ont autant de succès? Parce qu'on parle d'autre chose que de la dépendance. On parle de la personne, on parle de l'empathie, de la stimulation cognitive, on parle d'une relation interpersonnelle. Pourquoi il y a 58% des personnes en EHPAD qui ont un burn-out ou des signes s'apparentant au burn-out? Parce qu'on fait faire aux personnes un travail qui n'est pas adapté aux personnes dont on s'occupe. Donc on voit bien que le concept de dépendance, il nous entraîne en fait vers une impasse. Il faut qu'on ouvre le champ. Donc, dans ce cas-là, il va falloir on sent bien d'ailleurs qu'on est à la fin du concept d'EHPAD. Il y a des articles de plus en plus qui paraissent. Il y a eu même un rapport avec le Conseil économique et social qui s'interrogeait sur l'avenir des EHPAD. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est quand même des lieux qui sont inadaptés et on voit bien qu'il y a aujourd'hui peut-être d'autres solutions. Et dans ce cas-là, on aura besoin en effet d'établissements pour personnes âgées cognitives, des EHPAC ou des EHPACOG. Mais on n'aura pas besoin demain de concentrer toutes les personnes dépendantes en EHPAD. Et de toute façon, ce n'est pas le désir de la population. Donc, il faut d'une part qu'on renforce la formation des personnes dans des structures qui sont adaptées à ces troubles démentiels, et d'un autre côté, qu'on élargisse le champ des possibilités à la demande de la population, qui est de rester chez elle, avec un vieillissement en bonne santé, en autonomie qui est majoritaire, mais qui a des demandes spécifiques, pour lequel l'acte médical ponctuel ne répond pas complètement à une prise en charge dans la durée, on le sait très bien, pour toutes les maladies chroniques. Donc, on est en train de dire qu'il va falloir qu'on abaisse quelques barrières intellectuelles et qu'on distingue la question du vieillissement de la question des EHPAD, que l'on distingue la politique, ou en tout cas que l'on élargisse la politique de l'âge au-delà de ce que représente le mécanisme des EHPAD, de la dépendance, et qu'on s'occupe du bien vieillir. Et dans ce cas-là, quel est le grand acteur du bien vieillir d'une population? Eh bien, c'est une communauté qui a un projet commun. Et là, on vient de définir un territoire. Ce territoire doit être dans l'inventivité avec les acteurs de son territoire, avec son histoire, pour qu'il y ait des lieux de rencontre, d'animation, que les activités culturelles soient conçues pour également cette population et pas simplement pour les établissements scolaires, que les équipements sportifs s'élargissent à la dimension de l'activité physique. 50% des personnes qui fréquentent les équipements sportifs sont des personnes de plus de 60 ans. Donc il faut aussi qu'on ne se concentre pas uniquement pour créer le sportif de demain, mais qu'on propose une activité physique élargie. Et puis, on ne pourra pas créer des maisons de santé pluriprofessionnelles qui soient complètement isolées du champ social, comme une espèce de structure, un isolat producteur d'actes pour la Sécu. Parce que dans ce cas-là, on va au mur. Ces mêmes personnes qui sont de plus de 60 ans fréquentent beaucoup le cabinet du médecin, mais avec une demande qui est un peu particulière ou un peu différente. Il faudra sûrement qu'il y ait des délégations de compétences avec des paramédicaux. Il va falloir que l'on puisse utiliser les moyens modernes de connectivité pour que même les personnes qui sont à la campagne isolées puissent avoir les conseils ou tout simplement accès à un professionnel compétent sans qu'on soit obligé d'appeler le SAMU ou je sais quoi. Vous savez, dans les appels du SAMU, il n'y a à peu près que 10% qui correspondent aux urgences. Donc on voit bien que ce n'est pas la bonne porte, etc. Il faut aussi qu'on construise une trajectoire de l'habitat, qu'on favorise l'accès au droit à l'adaptation de l'habitat. Il faut aussi qu'en termes d'alimentation, on favorise les circuits courts entre producteurs locaux et alimentation collective, ce qui est une des priorités du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, alors je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais qui, dans son rapport de 2015, a dit que c'est central de pouvoir créer cette économie résidentielle à l'échelle du territoire. Il faut que les artisans
puissent être dans une démarche d'écoute de la demande d'adaptation et soient adaptés eux-mêmes à ces nouvelles demandes, et ils en ont le souhait d'ailleurs, qui parfois aussi puissent se regrouper pour des solutions qui soient concertées et avec des possibilités d'accès au droit au financement pour ces adaptations, et parce qu'aujourd'hui chacun demande son lève-escalier à 15 000 € et on trouve le dossier pour le voilà, mais sans repenser quel est l'habitat qu'on vient de créer avec un monte-escalier. Et on manque d'expertise d'ergothérapie au domicile, de véritable réflexion sur l'habitat. Il faut que les transports, qui soient des transports collectifs traditionnels, mais peut-être adaptés d'une certaine manière, mais aussi les transports solidaires, puissent permettre à chacun la mobilité. On est en train de décrire finalement une nouvelle manière d'approcher une action collective du territoire pour que les personnes âgées, et pour certaines d'entre elles, ou certains autres, les personnes en situation de handicap, puissent trouver ce qu'il est actuellement convenu d'appeler une société inclusive. On n'est plus exclu par nos difficultés, on fait vraiment partie de la société. La société ne nous demande pas d'être performants pour avoir le sentiment d'en faire partie. La fragilité sociale, la précarité sociale, la fragilité par l'âge, par les maladies, je pense aussi à la santé mentale, concerne une proportion importante de la population. Et donc derrière ce concept d'un âge qui est ouvert, qui concerne une partie de la population, on est en train de construire un nouveau modèle sociétal. À l'échelle d'un territoire, comment ça se construit cela? Parce que ça peut faire un peu l'universitaire qui vient nous parler et nous là-dedans. Mais en fait, des expériences déjà menées et des expériences que nous avons pu accompagner montrent que la capacité d'innovation, la compétence, l'envie de faire, elle existe dans les territoires. Mais qu'on se heurte à une sorte de politique par en haut qui vient donner des normes, qui vient demander des évaluations, et puis après on a une mauvaise note dans la marge, comme si on était à l'école, qui vient tout le temps demander des comptes parce qu'on est tout le temps en procès d'incompétence. Il faut que l'on puisse répondre à ces enjeux. Ceux parfois qui nous aident, ce sont ceux qui nous empêchent d'avancer. C'est involontaire. C'est évidemment par leur souhait, mais c'est quand même souvent la conséquence. Donc il faut que les territoires puissent se saisir de cette question dans une véritable vision prospective, collective. Ce qui fait un territoire, ce n'est pas le contour géographique, c'est le projet commun. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Fernand Braudel. Véritablement, un territoire se crée par son projet commun. Les compétences, elles existent. La méthode n'y est pas toujours, c'est ce qui fragilise les compétences, donc il faut un appui méthode, une co-construction, et viser un territoire qui puisse intégrer la question de l'âge, non pas comme une niche coûteuse pour la dépendance, mais comme une chance. La longévité est une chance qui nous permet, avec une grande partie de la population, de créer un territoire inclusif qui va aussi accueillir d'autres fragilités. Il ne faut pas oublier que nous avons des sociétés qui étaient inclusives autrefois, dans des modèles traditionnels, parce que c'était naturel. La montée en compétences, la technicité nous ont imposé de saucissonner le réel. Et aujourd'hui, on est un peu au bout de la limite. C'est-à-dire qu'il y a le segment sanitaire, le segment social, le segment santé mentale, le segment handicap, etc., l'enfance, etc. Or, l'intelligence collective d'un territoire permet de créer les conditions structurelles qui font que ces champs particuliers peuvent trouver leur place. Je ne suis pas en train de dire que toutes les précarités se valent et qu'il n'y a pas besoin de compétences particulières. Mais il ne faut pas qu'on saucissonne la prise en charge. Et il peut y avoir des professionnels qui puissent acquérir des compétences pour s'occuper de plusieurs segments. Donc, la globalisation d'une pensée prospective n'empêche pas la spécialisation des interventions. C'est une question d'abord de solidité du projet, deuxièmement de clarté des financements par rapport aux différentes tutelles ou partenaires,
Et puis, c'est de la formation. Et dans les années à venir, l'enjeu, pour qu'on y arrive, malgré les contraintes financières, c'est la formation. Je vous prends un exemple. Les assistants de soins en géronto. Lors de la rédaction du plan Alzheimer, on réfléchissait à ce qu'il fallait créer un nouveau métier pour les patients Alzheimer. Là, je vous parle de ça, on était en août 2007 et on est en train de recréer le monde. C'était une ambiance très particulière. Par exemple, pour vous donner un exemple de cette ambiance-là, en comité de rédaction du plan Alzheimer, on a posé la question, est-ce qu'il faut détruire les clics ou les maintenir? Les clics ont été sauvés à une voix. Voilà, on était dans la jeunesse du monde. Très sagement, on s'est dit non, il ne faut pas créer un nouveau métier. Il faut donner la compétence aux personnes qui le font. Et donc on a créé les assistants de soins gérontaux. Tous ceux qui ont vu une aide-soignante faire la formation et revenir sur le terrain, mettre en œuvre ce qu'elle a appris, c'était plus le même professionnel. Ça a vraiment changé la donne. Ce qu'il faut, ce n'est pas créer de nouveaux métiers, c'est de donner de la compétence aux personnes qui sont déjà sur le terrain. Combien d'assistantes sociales seraient contentes de pouvoir suivre un diplôme de gestion de situation ou de case manager pour élargir finalement son assiette de compétences? C'est ce qui leur manque aujourd'hui. Combien d'infirmières aimeraient bien avoir la formation des assistants de soins en géronto, parce que les aides-soignantes qui sont ASG en connaissent plus qu'elles sur les troubles cognitifs, changeant complètement les hiérarchies dans l'établissement. Donc on voit bien que derrière la question de la mutation des territoires, pour prendre en compte le vieillissement dans l'entièreté de sa réalité, il y a un projet avec ce qu'on appelle la mise en compétence ou en pouvoir du territoire, l'empowerment, et la formation. C'est le seul moyen que nous avons pour pouvoir répondre à ce défi, parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas faire une explosion des dépenses, et peut-être que c'est une chance de ne pas pouvoir exploser les dépenses, parce que vous savez très bien, on le vit tous dans nos comptes familiaux, quand on est en restriction, on devient plus intelligent. Alors évidemment, quand on est pauvre, là on devient moins intelligent parce qu'on est abîmé par la vie. Mais quand on est en restriction de moyens, eh ben, il faut être innovant. C'est finalement, et c'est peut-être une manière de lire vos propos, Monsieur le Président, c'est peut-être cette mise en route d'une intelligence collective dans laquelle nous sommes invités à construire un projet commun. Le temps est plus particulièrement bienvenu puisque nous avons une recomposition des territoires, des communes, et donc nous avons de nouveaux périmètres qui peut être l'occasion de construire avec des partenaires qui n'étaient pas habituels pour nous dans l'ancienne commune, un projet différent. Est-ce que c'est utopique? Bien non. Je l'ai vécu 5 fois dans ma vie, sur 5 territoires différents. Il faut un certain nombre de personnes volontaires pour le faire, ça c'est sûr. Il faut que l'élu soit actif, soit leader. Ça, c'est capital. Parce que d'abord, c'est vraiment sa mission, c'est lui qui a une légitimité collective, c'est lui qui a une place d'arbitre. Et donc, il faut vraiment qu'il soit partenaire, qu'il soit vraiment acteur, au sens fort du terme. Il faut également qu'il y ait une pédagogie qui soit faite sur les enjeux. Parce que ce que je viens de vous raconter, c'est quand même un peu 30 ans de boulot. Donc ça ne s'invente pas comme ça, parce qu'on a lu le dernier rapport du ministère sur la dépendance. Il faut avoir également un appui de méthode. C'est-à-dire se réunir, oui, mais comment? Quelles sont les personnes ressources? Alors sur un territoire, ça peut être certaines personnes qui sont déjà bien repérées. Dans d'autres, on a besoin de la parole également de personnes âgées. Qu'est-ce qui se passe dans une zone de la commune où il y a quelques fermes isolées? Comment on fait pour ne pas dire on va faire un projet pour le centre-bourg, puis pour les autres, ben, comme d'habitude, ils ne seront pas dans le coup? Ça, c'est pas possible. Surtout aujourd'hui, finalement, il n'y a plus de distance. Une journée par semaine, je fais de la télémédecine avec 52 EHPAD. Alors, ce n'est pas les 52 toutes les semaines, c'est à tour de rôle. Mais on a une proximité
par les moyens modernes qu'on n'avait pas avant, et une véritable relation interpersonnelle. Faire des réunions à l'échelle d'une nouvelle commune entre les différents centres de ressources pour se concerter et avancer ensemble, il n'y a pas besoin de dépenser du CO2 aujourd'hui. On peut le faire très simple. Une salle de télémédecine, c'est 7 000 €. C'est pas énorme. Le prix a énormément diminué. On peut même le faire sur un ordinateur portable avec une petite caméra. Donc, il faut qu'on profite de tout cela. Il ne faut pas qu'on en ait peur, parce que c'est de la vraie proximité, en fait, du vrai partage. Et puis, il faut qu'il y ait une vision globale. En effet, le conseil départemental a mission, et ça a été renouvelé et renforcé avec l'adaptation société-vieillissement, a mission de prendre à bras-le-corps, dans son entièreté, dans toutes ses dimensions, la question de l'âge, et pas que du vieillissement. La meilleure preuve, c'est la conférence des financeurs pour la dépendance, pour la prévention de la perte d'autonomie et la citoyenneté. C'est des mots qui sont lourds. C'est-à-dire prévenir la perte d'autonomie va avec la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité à participer. Et la prévention de la perte d'autonomie, ce n'est pas aller laver les gens, c'est faire qu'ils en auront besoin le plus tard possible. Et derrière, vous voyez bien ce qui se joue. C'est l'atelier exercice physique dans la salle de la mairie, c'est dans la salle polyvalente, la soirée sur bien manger aujourd'hui, c'est que faire avec mes médicaments, c'est également toutes les possibilités de faire du lien social, et là l'activité physique, les équipements sportifs, l'activité culturelle sont toutes évidemment au rendez-vous. Pourquoi ? Parce que ce sont les moyens les plus efficaces de garder les fonctions exécutives. Ça nous met en relation avec les autres, et ça nous donne la capacité de nous adapter à une relation interpersonnelle. Je dis souvent aux étudiants en médecine dans le cours vieillissement, pour bien vieillir, il faut savoir pendant très longtemps se faire embêter par les autres. Plus la relation avec l'autre est compliquée, plus vous faites travailler vos fonctions exécutives. Il faut les remercier, plus ils vous embêtent. Parce que c'est une véritable rééducation. Certains d'entre vous ont des missions collectives et rencontrent beaucoup de personnes, et ils savent de quoi je parle. Quelquefois, il y a des personnes qui sont trop bavardes. Il y en a d'autres qui sont un peu centrés trop sur eux. Il y en a d'autres qui sont acariâtres. Il y a de tout. Voilà. Il y a aussi nos faiblesses à nous. Quelquefois, on n'a pas les atomes crochus, comme disait Parménide, pour rentrer en relation avec l'autre. Voilà. Eh bien, dès qu'on fait un effort, on fait fonctionner notre cerveau. Donc ça, c'est vraiment génial, il faut les remercier, il faudrait faire la médaille du citoyen exigeant. Il y aurait beaucoup de médailles à distribuer, je crois. Je plaisante. Donc, la question de l'âge, si vous voulez, si on considère qu'il va y avoir 30% de la population qui a plus de 60 ans, et pour certains territoires comme les Sables d'Olonne, c'est 65% de la population qui a plus de 60 ans, on ne peut pas dissocier la question de l'âge de la question de la citoyenneté et du vivre ensemble. Et je dirais même, c'est une opportunité unique, historique qui nous est donnée pour repenser une société inclusive. Parce que là, on est au pied du mur. Sinon, la société inclusive, c'est une sorte d'option un peu chic pour pays nordiques, en mal de label haute qualité humaine, HQH. En fait, la proportion de personnes âgées est tellement importante, ce sont des personnes qui sont tellement actrices, parce qu'elles ne sont pas toute la journée au boulot, donc elles peuvent participer à la vie de la société, c'est quasiment l'histoire, la providence, qui nous tend une main pour nous dire maintenant on va faire un autre modèle. On va peut-être consommer différemment et local, on va peut-être se déplacer autrement, on va peut-être échanger différemment. Et puis, par surcroît, les autres vulnérabilités vont y retrouver leur compte. Donc, il ne s'agit pas d'une utopie, ou peut-être au sens étymologique du terme, de ce qui ne se trouve pas encore là. Il s'agit d'une véritable réalité, et je dirais même d'une obligation qui nous est faite, de repenser le territoire. Tout converge en ce moment. Nous avons une loi adaptation société vieillissement qui a 10 ans d'avance dans ces concepts.
On a les décrets qui viennent de sortir, il va falloir faire une évaluation de cette loi, mais on est sur la bonne route. Cette loi, elle n'a pas mis 5 ans à être construite, elle a mis 10 ans à être construite. Donc ça, c'est une chance. Il faut aussi que ça soit du progrès économique, même si l'économie ne fait pas partie des prérogatives du conseil départemental, ça fait quand même partie aussi du bien-être de la population, qu'il y ait du travail. Vous voyez bien derrière, quand je parlais tout à l'heure des artisans, des équipements, des animations, quand je parlais des transports, que derrière, en fait, il y a un véritable levier économique qui est évalué à peu près entre 0,75 et 1% de PIB pendant 10 ans. Et ce qui est intéressant dans cette économie, c'est que ce n'est pas une économie de production délocalisable. C'est une économie résidentielle non délocalisable. C'est-à-dire pour un département comme la Mayenne, à côté des grandes entreprises qui se trouvent en Mayenne, il y a un tissu d'entreprises dans les territoires qui peuvent y retrouver leur compte à travers les rénovations, l'adaptation, la construction de nouveaux modèles et aussi de repenser notre manière de consommer à travers ce projet de territoire. Je ne veux pas faire trop long et je pense que notre animateur va poursuivre avec un échange avant qu'on puisse se parler. Et voilà à grands traits ce que l'âge nous renvoie en fait comme, je dirais presque, obligation non morale, mais obligation avec le réel pour construire quelque chose de neuf. Je dois dire que ces derniers jours, j'ai pas mal lu et travaillé sur la Mayenne. J'ai des attaches familiales par la belle-fille. Et je pense que l'histoire de la Mayenne, la culture que vous avez, une culture de faire ensemble, une culture aussi de savoir affronter le réel dans sa difficulté, dans le caprice des saisons, qui entraîne souvent le caprice des productions, dans cette capacité aussi à s'adapter dans les mutations. Vous avez, à mon avis, tout ce qu'il faut pour réussir et devenir un département pilote. Et je ne le dis pas parce que je suis devant vous, je le dis parce que je le pense. Il y a des territoires qui n'ont pas cette capacité-là, que je ne vais pas citer, mais qui ont été parfois abîmés dans leur structure sociale par la production de grandes entreprises qui ont modifié les rapports sociaux. Faire ensemble à Nantes, où j'habite actuellement, c'est pas pareil. C'est souvent râpeux, c'est souvent très compliqué. Il y a d'autres territoires qui ont été un peu dénervés, c'est-à-dire où ce virage n'a pas été pris au bon moment. Je pense à des territoires du centre de la France très vieillissants, peu peuplés, au Perche, je pense à la Lozère, qui sont des territoires qui ont laissé passer le cap de construire un projet commun. Parce qu'ils n'ont pas vu en fait l'évolution démographique, ils ont laissé passer le train. Et ils sont devenus désertiques, parce qu'aucun jeune ne veut rester dans un endroit où on n'a rien à faire ensemble. Or, quand vous écoutez les plus jeunes n'ont pas de problème avec l'âge. Ils n'ont pas de problème avec les rides au coin des yeux et les cheveux blancs. Ça ne leur fait pas peur, les vieux. Les jeunes sont plutôt demandeurs de cette transmission culturelle et sociale. Ils ont une soif du vivre ensemble. Ils ont une soif d'une vie un peu plus raisonnée sur notre relation à l'environnement, sur la relation à l'environnement au sens large. Et un territoire qui sait vivre, c'est un territoire où on a envie de rester. Ils n'ont pas envie forcément de courir en banlieue de Paris pour avoir un emploi après 1h30 de RER. Ils ont envie de rester là. Mais il faut leur donner envie, parce que s'il n'y a pas forcément les mêmes avantages que dans les grandes cités, il y a peut-être un avantage qui est bien plus grand ensemble, qui est le bonheur de vivre ensemble. Ça, je ne sais pas quel prix ça a, mais en tout cas, c'est une exigence. Je vous remercie pour votre attention. Merci, je vous en prie, pour cette brillante intervention. Est-ce que déjà vous parliez des Jules et des Philippe tout à l'heure? Est-ce qu'on est déjà dans une situation où ce ne sont pas les personnes âgées qui
finalement s'adaptent au système et à l'organisation et pas l'inverse. Parce qu'on en est encore là. Alors, en fait, quand je citais la loi HPST sur l'ARS, je faisais la remarque, à l'époque c'était Roselyne Bachelot qui était la ministre de la cohésion sociale, c'est que en fait la loi de l'ARS, la loi HPST, la création de l'ARS, qui est ce souci de rassembler sanitaire et médico-social, sans le dire en fait, est motivée par le vieillissement de la population. Alors on pourrait dire que ça aurait pu être motivé par les personnes en situation de handicap. Mais il y a une réalité du nombre. Et puis, d'une consommation des soins. C'est-à-dire que 45% des dépenses nationales de santé concernent les personnes de plus de 60 ans. Donc, on a une réalité économique qui est majeure, et on a bien vu, avec la loi HPST, dans le projet, que le fait que le médico-social et le sanitaire soient sous la même administration permet de réduire les coûts et de favoriser les parcours. C'est une des difficultés, ce n'est pas une critique, mais c'est un warning. C'est la difficulté des CLS, des contrats locaux de santé. Parce que le contrat local de santé est un contrat local très sanitaire. Et après, quand on arrive avec la problématique personnes âgées ou personnes en situation de handicap, il faut arriver à faire rentrer le modèle dans les maladies décrites par les CLS. Parce qu'au contraire de son terme local de santé, il s'agit plutôt d'un contrat local de maladie. Et ce n'est pas adapté à un projet global sur un territoire. C'est pour ça que si vous êtes dans une situation de construire votre CLS, faire une démarche de réflexion, d'harmonisation du champ médico-social est tout à fait opportun. Comment on peut créer aujourd'hui un sentiment mobilisateur par rapport à l'urgence que vous avez décrite de cette transition démographique qui arrive de ces 10 ans, donc demain? C'est quoi la bonne approche finalement? On a le sentiment par rapport à ce que vous dites, ce que vous dites tout à l'heure, qu'il ne faut pas prendre sous l'angle sanitaire et social. C'est pas la bonne approche pour créer cette mobilisation. Pour créer cette... Il y a une première chose, c'est tout simplement entendre ce que les gens disent. Voilà. Bah, toute la journée, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « j'ai un problème avec maman ». Mais on s'aperçoit que le problème avec maman, comme je suis évidemment un médecin des vieilles dames, voilà, parce que 65% sont des femmes. Bon, donc, mais en fait, on s'aperçoit que derrière ça, il y a l'enjeu de si je suis tout le temps chez maman, je ne suis plus avec mon mari. Et puis si je suis avec mon mari et avec maman, en fait, je ne m'occupe plus du tout des enfants qui, eux, ont un problème de scolarisation, etc. Et on s'aperçoit que, en prenant ce souci-là, on déroule la plotte. Et qu'on est, alors le psychologue appellerait ça une analyse systémique, mais on est très très vite en fait sur un dispositif d'ensemble. Et qu'on ne peut pas dissocier. Et des familles qui arrivent à trouver un bon équilibre dans ces relations intergénérationnelles, ben c'est au bénéfice de toutes les générations, y compris des plus jeunes. Et on ne peut pas dire on va s'occuper que des aidants des personnes âgées. Parce que comme par hasard, on a un enfant, bon, voilà, qui a fait un épisode de bouffée délirante, qui a une schizophrénie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je m'occupe que de maman, parce que c'est ça qui intéresse, voilà. Donc, le problème de la santé mentale est complètement mis sous le tapis depuis pas mal de temps. Or, ça irrigue tous nos territoires par des personnes qui, par des dépressions répétées, par des psychoses peu graves qui ne sont pas en institution, mais vivent dans la cité, vivent chez elles. Elles ont besoin, en fait, qu'on rentre dans un mécanisme où il n'y a pas un centre-bourg qui seul vit par ces trois commerces et tout le reste qui attend qu'il se passe quelque chose. C'est plus possible, cela. Et donc, s'occuper des personnes âgées, qui sont quelquefois des personnes sandwich entre des plus âgés et des plus jeunes, c'est finalement quand même s'occuper de tout le monde, obligatoirement. Quelques chiffres sur la Mayenne, 85% des résidents dans les EHPAD ont plus de 80 ans. Le taux de résidents dépendants est entre 55% et 100%. Il y a quand même un certain nombre de gens, 710 places qui sont occupées par des personnes qui sont autonomes. Oui, c'est la limite du concept d'EHPAD.
Le concept d'EHPAD, c'est de se dire, on va choisir des personnes qui correspondent au modèle de financement de notre établissement. Et les autres vont aller voir ailleurs. Mais quand un maire a un EHPAD, il a une maison pour les aînés du territoire, un lieu de vie pour les aînés, lieu qui soit à la fois protecteur, mais en même temps irrigué par le territoire, parce que l'aide-soignante, c'est la fille de la voisine. La voisine de chambre, on était au CP ensemble, ou au KT. Et donc, ces lieux-là ne correspondent pas au schéma de gestion de l'EHPAD. L'EHPAD, c'est je trie parmi les vieux ceux pour lesquels je vais être obligé de mettre le maximum de moyens avec une modalité de financement spécifique. La réponse, c'est tout simplement un établissement pour personnes âgées ayant des troubles cognitifs graves. C'est ça la réponse de la gestion. Mais l'élu, lui, il veut une maison qui soit plutôt un pôle de ressources gérontologiques, ayant un secteur où on peut dormir, qui soit plutôt une résidence autonomie, avec quelques services en plus éventuellement, mais qui soit aussi le lieu où on peut rencontrer une assistante sociale, le guichet unique de l'intégration des services, peut-être d'ailleurs que la cuisine peut être le lieu qui permettra le partage des repas, peut-être qu'il y aura une salle où il y aura toutes les alertes des objets connectés qui permettront de savoir que Madame Albert, qui habite au lieu-dit, je ne sais pas lequel, la croix du bout du chemin, a chuté alors qu'il est 2 h du matin, etc. Et en lien avec des professionnels de la maison de santé pluriprofessionnelle qui aujourd'hui ne dormiront plus dans le village. Ils viendront à temps partiel, à plusieurs, maintenir une présence sanitaire, et la permanence se fera par des paramédicaux ayant une délégation de compétences et qui seront une sorte d'équipe mobile territoriale gérontologique assurant cette permanence. Et tout cet ensemble-là va correspondre à un pôle de ressources qui pourra avoir un aspect d'hébergement. Là, on va construire quelque chose qui va être ouvert. Les médecins seront ravis parce que venir faire les actes et s'occuper de médecine est vraiment le travail pour lequel ils ont été formés, qu'ils désirent faire avec compétence. Mais prendre en charge dans la chronicité des personnes, dans la permanence des soins, parce que dès que quelqu'un chute, il faut appeler le médecin, ça c'est plus possible. Les médecins, non, les jeunes, je les connais parce que c'est nos internes, on les voit tous les jours, ils en ont pas envie. Ils veulent pas. C'est pas pour ça qu'ils ont fait médecine. Donc il faut vraiment qu'on redéfinisse ce pôle de ressources. Et on oubliera très vite l'EHPAD, mal financé, avec les soucis, les machins, etc., le personnel qui est fatigué, parce que on va vite l'oublier l'EHPAD, parce qu'on aura un nouvel instrument d'animation territoriale qui sera beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intéressant en fait. Une plateforme de services, la télémédecine, des professions... De services et de ressources. De ressources et de services, les deux. Est-ce qu'il ne faut pas justement imaginer une nouvelle structuration des EHPAD avec des sortes de filières à l'intérieur et puis qui soient aussi adaptées aux différentes phases, étapes de la vie des personnes, avec par exemple un secteur avec l'animation du confort d'activité physique, un secteur avec la stimulation cognitive et la sécurisation comme vous le disiez, puis un secteur qui soit plus de l'accompagnement jusqu'à la fin de vie? Alors oui et non. Oui, parce qu'on peut imaginer que dans ce pôle de ressources, il puisse y avoir des lieux de prévention pour l'activité physique. Non, parce que c'est un modèle qui considère que tout vieux est en établissement. Et dans ce cas-là, on fait un grand monastère. Il y a les novices, les convers, les professes et le père abbé. Et donc, on fait le parcours. Mais les gens, ils veulent être chez eux. Donc, ça ne les intéresse pas qu'on leur fasse un noviciat. Ils veulent simplement, c'est être chez eux. Et quand on est au bout de la logique, les personnes restent aujourd'hui, l'espérance de vie est entre 18 et 22 mois en EHPAD. C'est-à-dire qu'on y rentre après 85 ans, quand on a épuisé toutes les ressources du domicile, et qu'on est dans une situation qui n'est pas, alors on peut appeler ça de la dépendance, mais ce n'est pas ça dont il s'agit, mais dans un état de santé, et je pèse mes mots, dans un état de santé qui nécessite une intervention professionnelle compétente.
Ce qui n'empêche pas que ça soit un lieu dans lequel il se passe des choses du côté de l'animation. La santé, ça ne veut pas dire qu'on vous pose des perfusions. Mais ça veut dire qu'on a une certaine compétence santé, notamment cognitive, notamment sur les traitements non médicamenteux, qui est aussi une compétence. Donc, si vous le permettez, on pourrait considérer que l'EPACOG est hors du champ du bien vieillir et rejoint plutôt les équipements parasanitaires de prise en charge de situations pour lesquelles les altérations du cerveau imposent une intervention particulière. Dès que quelqu'un de GIR 4, GIR 5 n'a rien à faire dans ces lieux-là. Il faut qu'elle soit chez elle et avec un pôle de ressources disponible et un accès, la tablette iPad qui se trouve à côté de la photo de famille sur la cheminée, on appuie et on a l'infirmière de l'équipe mobile de territoire. Bonjour Madame Albert, qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas le moral aujourd'hui. Il n'arrête pas de pleuvoir. Pareil que mon petit-fils a fait un accident de mobilette. Ça tourne pas bien dans ma tête aujourd'hui. Bon, vous inquiétez pas, vous pouvez me rappeler. On va voir. Voilà. On va peut-être passer. On va demander aux facteurs de passer, parce que maintenant les facteurs s'occupent de tout. Je plaisante. Bon, c'était simplement pour rire. Mais voilà. C'est-à-dire que Madame Albert ne va pas être seule avec son mouron, avec le temps qui passe, avec la tristesse des jours. Ben, elle n'est pas obligée d'aller voir le médecin en disant j'ai mal au ventre pour voir quelqu'un. Et il n'y a pas besoin d'être en EHPAD parce qu'on n'a pas le moral de temps en temps. Architecturalement parlant, ça veut dire que ces établissements, ils peuvent ressembler à quoi aujourd'hui? Parce que c'est pas du tout adapté architecturalement pour les personnes. Les EHPAD? Oui. Oui, mais alors après... que ce soit quand même adapté, à partir du non moment, figé aussi. Oui. Il y a deux bâtiments là. Il y a le pôle de ressources gérontologiques. Et puis, il y a un lieu de soins de la démence sévère, pour lequel, en effet, il va falloir repenser le lieu en fonction des troubles cognitifs et non pas en fonction du fonctionnement du service et de la fréquence des douches. Mais, ce qui serait intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas construire ensemble un modèle du bâti de ce pôle de ressources gérontologiques? C'est-à-dire de concevoir un modèle, un concept, des éléments qui doivent s'y trouver, qui vont être adaptés à chaque territoire en fonction des bâtiments existants, de ce qu'on pourrait rajouter, etc. Et donc, on voit bien que le modèle de la maison pluriprofessionnelle de santé, qui souvent a été conçu comme le modèle de qu'est-ce qu'on fait quand le médecin généraliste part à la retraite, devient une autre pensée, c'est-à-dire c'est un lieu de production de soins à l'intérieur d'un dispositif au service de tous. Si vous avez votre équipe de paramédical qui fait une permanence, il est évident que le garçon qui habite en centre-bourg, qui est paraplégique, qui a son fauteuil électrique, il peut venir dire bonjour. Celui qui est en rupture de ses traitements, qui a raté la consultation chez le psychiatre, parce que finalement, il en a assez de prendre des médicaments, mais il commence à revoir des petits hommes verts, il peut passer. Ça pose moins de problèmes. Et la maison pluriprofessionnelle de santé peut renouveler l'ordonnance si besoin. Donc tout le monde trouve son compte, finalement, à faire un véritable pôle de ressources. Si le mot gérontologique, ça fait trop vieux, on peut l'appeler autrement. C'est le pôle de ressources du territoire, le pôle de ressources inclusif. On l'appelle comme on veut. Il faut que ça donne envie. Évidemment, si c'est le lieu où on vieillit bien, on n'a pas envie de vieillir, donc bien, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Mais le concept est là. C'est-à-dire que les personnes sont moins en demande de prise en charge médicale spécifique par maladie, parce que ceci est très bien assuré aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, et on a un système de santé qui est remarquable en France, on peut le dire. Mais les personnes sont demandeuses d'un accompagnement dans la durée des jours. C'est pas si étranger à la question du vieillissement, parce que s'il y a une spécificité du vieillissement, dirait Monsieur de la Palisse, c'est de vivre longtemps. Et donc finalement, le vieillissement, c'est la durée. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui ont des maladies chroniques et les personnes qui tout simplement déroulent les jours, eh bien, ils ont besoin d'un lieu ressource pour la durée.
mais non pas pour l'acte spécifique à un moment donné. C'est tout bête, en fait. On a bien compris, en tout cas dans le discours, qu'il fallait renouveler le regard sur l'âge et ne pas associer le vieillissement systématiquement à la dépendance. Oui, et puis, c'est la logique d'empowerment, les compétences existent sur le territoire, les 60-70 ans partis à la retraite, ayant des compétences acquises pendant leur profession, peuvent rentrer dans le fonctionnement du pôle de ressources. Il n'est pas strictement réservé aux professionnels, ça peut être aussi un lieu associatif. Et donc, on peut se servir des compétences de cette génération active, souvent sportive d'ailleurs. C'est très rigolo quand le jogging le dimanche, vous voyez la personne de 70 ans qui double tous les personnes de 40 ans pour pas d'entraînement. Parce que lui, il court tous les jours. Là, on se dit, il est où le vieux? Peut-être 40 ans. Donc, il faut vraiment aussi, c'est de l'empowerment aussi du citoyen. C'est aussi une maison de la citoyenneté du coup. Là, c'est plus un lieu qui vient de Tarsis, c'est un lieu relié à ce qu'ils ont trouvé. Ça, c'est ça. Alors, des questions. Président, si vous voulez nous rejoindre, il y a peut-être aussi des réflexions, des questions que vous enverrez. Et dans la salle, j'imagine que ça vous a interpellé aussi. Oui, attendez, je vais vous apporter le micro. Bonjour. Oui, bonjour. Merci, professeur Berruet, de ce que vous avez pu nous dire. Moi, d'abord, je voudrais dire que je souhaite péter la santé jusqu'à la veille des 18 mois de ma dépendance. Autrement, donc pour essayer de... Vous avez vu des choses beaucoup plus intéressantes aussi par la suite. C'était cet empowerment qu'on doit découvrir. Vous faites appel en fait à des processus de prévention qui n'ont pas trop marché autour des maladies et vous vous dites qu'il faudrait changer les comportements. Et cette activité autour des comportements, est-ce qu'elle ne doit pas aller jusqu'au citoyen lui-même? Vous nous avez très bien décrit en fait ce que seraient les personnes âgées de demain, avec comment on va s'emparer de notre santé nous-mêmes, si je peux dire. Et c'est le désir beaucoup aussi d'associations, de représentation de malades ou de défense autour des pathologies. Donc comment descendre jusqu'au citoyen, c'est-à-dire, vous nous avez parlé des différentes strates de professionnels qui peuvent intervenir, l'infirmière, l'iPad, enfin que c'est. Mais comment jusqu'au citoyen qui est aidant ou qui vit encore en couple, parce que la vie en couple va aussi être beaucoup plus longue à domicile aujourd'hui, comment former et préparer par rapport aux différentes maladies invalidantes, parce que peut-être, la cardiovasculaire est quand même un gros point d'achoppement autour du vieillissement, par exemple. Comment la prévention de base, comment les critères de fragilité peuvent être connus de tout le monde. Aujourd'hui, si on demande l'échelle de Fried à beaucoup de gens, on ne sait pas ce que c'est. Comment la personne qui vit au quotidien peut prévenir son insuffisance cardiaque, par exemple, par 2 ou 3 choses très précises et ponctuelles, telles qu'un périmètre de mollet, un pouls, une tension. Comment on va accorder ça à chacun des citoyens pour qu'ils prennent possession de son propre devenir en santé? Merci. Alors, vous avez cité donc les éléments de la fragilité, la prévention cardiovasculaire et la prise en charge des maladies chroniques comme l'insuffisance cardiaque, entre autres. On est tout à fait là-dedans, en effet, mais pas que. C'est-à-dire que mon propos était également sur une société inclusive qui n'était pas que centrée sur les maladies. On a parlé de production pour l'alimentation, on a parlé de l'artisanat, on a parlé des transports. Il ne faut pas ramener tout à ça. Quand on entend ce que dit l'assurance maladie sur l'expérimentation Prado en insuffisance cardiaque qui va se mettre en place, c'est comment faire pour que les personnes, après leur sortie d'hospitalisation pour OAP, puissent trouver dans leur lieu de vie les conseils pour ne pas avoir une nouvelle OAP. On est tout à fait là-dedans. Comment une personne qui habite à la chapelle du Ribou peut avoir dans son alimentation personnelle sa culture nutritionnelle habituelle, puisse avoir les repères nutritionnels qui lui permettront de diminuer la charge en sel sans faire perdre du goût aux aliments et garder le plaisir de manger. On est véritablement sur un ajustement au plus près de l'identité de la personne. Et ça, c'est du travail de proximité. Donc, sur la prévention santé,
Alors, il y a d'autres questions qui sont en ligne de mire, c'est-à-dire qu'on a la conférence des financeurs des départements qui s'occupe de la perte d'autonomie, et l'ARS qui dit on n'a plus besoin de faire de prévention chez le vieux parce que c'est les départements qui le font. Et donc l'hypertension artérielle des personnes âgées, plus personne s'en occupe. Donc ça, c'est un ajustement qu'il faut faire à l'occasion du PRS2, j'en ai parlé plusieurs fois à l'ARS, ils sont assez d'accord, et il faut que lors des conférences de financeurs qui vont gagner en maturité dans les années à venir, la part santé personnes âgées avec un financement ARS demeure pérenne et qu'on ne reporte pas les dépenses de prévention santé des plus âgés sur la CNSA qu'il ne financera pas. Donc ça, il y a des ajustements techniques, et c'est normal, c'est une loi qui est récente. Vous parlez de la fragilité. Oui, c'est un outil, la fragilité. Vous avez cité Fried, qui est l'inventeur de la première échelle, maintenant on en a d'autres. Ça sera intégré dans cette compétence qu'auront les professionnels sur ces pôles de ressources. Ça sera, vous savez, avec un logiciel et 5 questions, on a résolu le problème. C'est-à-dire repérer dans un territoire les personnes qui risquent d'avoir plus de besoins que les autres, c'est très facile à faire aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. D'ailleurs, le plan canicule a déjà institué ça dans un modèle autodéclaratif. Il faut simplement compléter par un modèle repérage, c'est relativement simple. Merci pour ces questions très techniques. Monsieur, bonjour. Ça va marcher tout seul normalement. Ça devrait. Peut-être qu'il a été éteint. Donc je pense qu'on a bien évalué et on a le désir de faire évoluer nos EHPAD pour que ce soit plus j'ai envie de dire, des EHPAD d'une autre époque. Vous êtes directeur d'un EHPAD? Comment? Vous êtes directeur d'un EHPAD, simplement. Directeur des soins. Présenter. Directeur des soins d'un EHPAD. Donc on a véritablement le souhait de faire évoluer nos EHPAD, effectivement. Mais comment faire lorsqu'aujourd'hui on a des outils de financement qui sont purement basés sur la dépendance, uniquement, où justement il n'y a pas toute cette démarche que l'on souhaiterait voir évoluer, c'est-à-dire d'éducateurs sportifs, de la prévention nutritionnelle, toutes ces démarches, la citoyenneté, le lien avec le territoire, on a, je dirais, les idées, on en a plein. Et comment faire aujourd'hui, lorsque notre survie de structure est basée uniquement sur un outil qui ne prend absolument pas en compte toutes ces démarches? Donc ça, c'est un problème. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là, aujourd'hui, on est obligé de garder toutes nos idées au placard, on ne peut pas les mettre en œuvre. C'est ça la difficulté. C'est dramatique. Oui, non, mais c'est tout à fait... C'est à la fois justifié et non actualisé. Je m'explique. Vous avez tout à fait raison, c'est le modèle sur lequel nous avons vécu depuis 2003. Enfin, progressivement avec la mise en place des conventions tripartites, etc. Là, il y a un nouveau modèle de financement qui a été acté le 26 décembre 2016, qui élargit la palette des possibilités de financement au-delà de la dépendance des résidents, avec des financements complémentaires. On a une circulaire qui est venue un peu castrer le système, mais je pense qu'il va se rouvrir. Mais on a déjà ouvert la porte. J'ai fait partie du conseil scientifique à Girpatos pendant 5 ans sur ce truc-là. On a tourné en rond là-dessus, c'est compliqué. Les coachs sportifs sont pris en charge maintenant au niveau de l'assurance maladie dans la prévention. Donc ça, il faut pouvoir s'en saisir. C'est la circulaire du 13 avril 2017. C'est pas vieux, mais l'ouverture existe. In fine, et alors là je parle sous le contrôle du président du conseil départemental, qui, je m'avance tout seul, ça ne vous engage en rien. Je pense que, en fait, l'instrument de la convention tripartite, qui associe un département, l'ARS et le conseil départemental, peut être un moyen, en fait, de considérer le projet de l'établissement et non pas de modifier complètement le modèle de financement, mais de créer des espaces. S'il y a un projet gérontologique bien vieillir, départemental, avec des orientations fortes, avec des pôles de ressources qui s'installent, qui peuvent même côtoyer l'EHPAD, alors on peut trouver des marges de manœuvre qui ne sont pas forcément prévues aujourd'hui au sens strict, mais qui peuvent s'adapter à un territoire. Et qu'un personnel qui est dans le pôle de ressources puisse, par exemple, une après-midi par semaine faire une animation, qu'il puisse y avoir une possibilité de faire des réponses à appel à projet qui soient regroupés
avec des appuis méthodaux pour obtenir des financements supplémentaires. Après, je suis d'accord avec vous, on sait bien qu'on est à la fin de l'EHPAD tel qu'on le connaît. Madame Agnès Buzyn a ouvert la porte dans son discours d'hier en disant que la question du financement des EHPAD va être mise sur là, avec la représentante des associations des départements, des ARS et des associations professionnelles. Donc cette question-là, moi, à mon avis, elle va être reposée parce qu'on fait tous le même constat. Quelle que soit la loi, de toute façon, je suis persuadé par expérience que la capacité à faire un projet d'un territoire, ça ouvre des marges de manœuvre, surtout si on est dans une disposition très favorable, qui est un département volontaire pour essayer de reconsidérer la question. Vous voulez compléter, monsieur? Oui, non, je voulais juste compléter sur le fait que, effectivement, vous parliez tout à l'heure de la chance, et à mes yeux, c'est pas une mauvaise idée, c'est quelque chose qu'on avait réfléchi éventuellement à faire, mais comment faire pour aujourd'hui libérer simplement des professionnels pour aller justement au domicile des personnes, pour anticiper la prévention, pour que justement notre EHPAD ne soit pas exclusivement de l'hébergement et dédié au bâtiment. C'est ça que... C'est tout le sujet. C'est tout le sujet, et c'est pour ça qu'il faut qu'on construise les réponses ensemble. Et ces réponses, ça suppose de casser les codes et d'arrêter de reproduire ce qu'on a connu depuis longtemps. Ça veut dire qu'il faut sans doute accepter des intervenants extérieurs. Moi, je suis tout à fait favorable à ce que les postiers puissent participer aux opérations de prévention. Ça a été expérimenté déjà dans certains départements. Ça suppose que certaines fonctions, on arrive à les mutualiser. Parce que quand il y a une équipe qui intervient sur la gymnastique ou sur l'alimentation, il faut qu'elle puisse tourner. C'est ce que nous faisons, nous, par exemple, dans l'alimentation dans les collèges. Les circuits courts ont été mis en place avec beaucoup d'efficacité, vous le savez, dans les collèges. Dans vos établissements, il n'y a rien sur le sujet. Parce qu'il n'y a personne qui, au niveau départemental, coordonne le travail des cuisiniers, leur apprend des façons différentes de faire la restauration. Donc ça veut dire qu'il y a des moyens nouveaux à mettre en œuvre. Et ces moyens nouveaux, il faut qu'on puisse les mettre en œuvre. Il faut qu'on expérimente des choses nouvelles, parce que demain, la réponse, elle sera forcément différente de celle d'aujourd'hui. Et pour ça, il faut qu'on mûrisse ensemble, et c'est le rôle de ce premier atelier, ou en tout cas de cette première conférence, qui sera suivie d'autres, parce qu'il y a des choses nouvelles à faire, parce que demain, la personne âgée, vous l'avez bien compris, elle sera prise en charge d'une façon différente. Il faut qu'on arrête pour équilibrer un EHPAD, d'accueillir des GIR5 et des GIR6 qui ne sont même pas mayennais. Tout ça parce que ça demande moins de travail et que ça permet au personnel d'avoir effectivement plus de temps à consacrer aux personnes qui sont les plus dépendantes. Voilà, ça suppose des évolutions majeures par la formation. Moi, quand je vais dans un conseil d'administration d'un EHPAD et que je vois un taux d'absentéisme de 25%, comment voulez-vous que ça soit acceptable? Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, donc le problème, c'est sans doute parce que, vous l'avez fort bien dit, professeur, on fait faire des choses à ces personnes qui ne sont pas les choses pour lesquelles ils ont été formés nécessairement. Donc c'est des questions de formation qu'il faut mettre en œuvre sans doute. Donc ça suppose, avec l'ARS, l'ARS est présente avec nous cet après-midi, voilà, ça suppose de travailler ensemble et puis de travailler avec les que vous êtes. Ça suppose de travailler avec tous les acteurs, je l'ai dit, toutes les associations de maintien à domicile qui ont un rôle aussi important. Mais moi je rêve d'avoir demain 20 maires en Mayenne qui me disent « j'ai envie d'expérimenter ce que vient de dire le professeur Beru », c'est-à-dire de mettre en place un pôle de ressources gérontologiques avec certes une partie hébergement, il faudra lui trouver un nom, alors vous avez un nom de baptême que vous avez déjà doté, mais aussi un lieu associé à la maison de santé pluriprofessionnelle où on peut accueillir. Il faut que le club du 3e âge vienne faire ses activités et son siège. Il faut effectivement que toutes les structures de maintien à domicile aient leur lieu de permanence ici, et dans ce lieu-là, mais pas ailleurs. Voilà. Donc il y a ça à construire. Il faut qu'on mène des expérimentations en Mayenne, qu'on y réfléchisse collectivement, et puis qu'on essaie de le décliner sur tous les territoires, et que le conseil départemental dégage des marges de manœuvre pour accompagner les expérimentations. Et les marges de manœuvre, il les trouvera aussi en rationalisant peut-être l'offre traditionnelle d'EHPAD. C'est ce qui a été déjà un peu enclenché
vous le savez, et qu'on va devoir co-construire ensemble. Il y avait une question aussi là-haut, je crois. Je voulais, je ne me permettrai pas de compléter, mais je m'adresse à la professionnelle d'EHPAD qui a posé une question. Je pense que cette mutation, ça ne veut pas dire que le personnel de l'EHPAD est mis au chômage et qu'on ferme l'EHPAD. C'est pas ça dont il s'agit. Il s'agit d'une mutation où les compétences vont être mieux utilisées. Je me permets de le préciser parce que il ne s'agit pas de dire on supprime quelque chose parce qu'on va créer autre chose, mais c'est de mieux utiliser les compétences de personnel qui ont envie aussi de faire autre chose autrement. Je pense que vous en êtes d'accord. Madame, je vous en prie. La Mayenne avait un slogan qu'on n'utilise plus beaucoup ces derniers temps, mais qui est toujours d'actualité, c'est « Élargissez vos horizons ». Et je vous remercie beaucoup parce qu'avec cette conférence de cet après-midi, vous nous aidez à élargir nos horizons. Alors moi, je suis venue là pour entendre une conférence sur l'autonomie et j'ai entendu une conférence sur l'aménagement du territoire. Et j'en suis absolument ravie parce que, en effet, lorsqu'on parle d'habitat, de quartier, on est actuellement de plus en plus ouvert et de plus en plus attentif justement à accueillir ce qu'on va appeler les seniors, c'est-à-dire les vieillissants qui sont encore en bonne santé, qui peuvent participer à la vie de la cité, comme vous l'avez très bien décrit tout à l'heure. Et donc je voudrais aussi vous dire que dans le département de la Mayenne, donc, qui est un département très innovant, vous l'avez dit aussi, et nous partageons bien sûr, nous avons mis déjà avec le comité départemental olympique et sportif il y a déjà de nombreuses années, parce que nous avons été pilotes sur ce chantier-là, ce qu'on appelle des parcours d'activité physique et sportif. Alors c'était destiné aux personnes donc éloignées de l'activité physique, mais ça visait aussi les seniors. Moi je dis les seniors, donc ça englobe voilà, toute une population pour les remettre voilà, à la randonnée pédestre, au tir à l'arc et à toutes les activités qui peuvent être pratiquées, qui permettent aux aînés d'être en bonne santé. On a déjà aussi, je suis élue d'une commune, vous l'aurez peut-être compris, on a déjà mis aussi en place des activités autour de l'aspect diététique. Le président a rappelé tout à l'heure ce qu'on avait fait par rapport au collège, mais qu'on voudrait bien aussi transposer dans les établissements. Et moi, je suis vraiment très heureuse de vous entendre parce que vous nous confortez dans ces idées de projection, notamment d'aménagement, d'accueil des publics. On sait très bien que un certain nombre d'entre nous ont fait organiser leur vie autour de maisons d'habitation qui étaient destinées à recevoir des familles. Petit à petit, ces maisons sont devenues trop grandes, trop difficiles à entretenir. Et avant d'envisager le parcours ultime, on a besoin de prévoir, donc au niveau de l'habitat, de l'aménagement du territoire, des aménagements pour les personnes qui sont en recherche de rupture avec l'isolement. Et je crois que cette conférence de cet après-midi nous conforte dans les bonnes idées que nous pourrions avoir. Et je dis au président chiche pour que certaines communes puissent expérimenter ces modèles-là autour de maisons de santé, en effet, puisqu'on a déjà dans la plupart de nos communes un certain nombre de services. Donc merci de nous aider à mieux les valoriser. J'espère que je ne vous mets pas en difficulté en élargissant les... je vous remercie pour cette intervention parce qu'elle permet de souligner quelque chose. Il est évident que la question de l'âge, du bien vieillir, l'activité physique, la réflexion sur l'activité culturelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans cette réflexion-là. La constatation que l'on fait, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette remarque, mais ce que je ressens dans l'accompagnement de ce que j'ai pu faire de ces actions, c'est qu'une action activité physique qui est isolée va s'épuiser, va dépendre de ses bénévoles fondateurs, comme on a connu aussi des réseaux de santé à une époque où il y avait un médecin généraliste généreux, mais quand il part à la retraite, le réseau s'arrête. Voilà. Si on est dans un projet de territoire, comprenant dans sa boîte à outils obligatoirement l'activité physique et la nutrition, alors les choses se soutiennent.
se normalisent et ne sont plus simplement dus à l'énergie d'un élu ou d'un professionnel généreux, mais tout simplement dans une manière de faire. Et dans ce cas-là, ces acquis, à travers les expériences que vous avez menées, ces acquis vont perdurer, vont véritablement s'introduire dans une manière de faire collective, et ça ne sera pas ridicule à 82 ans d'être avec son jogging rose en train de faire l'activité physique, parce que c'est comme ça sur le territoire et on rigole bien. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de la logique expérimentale isolée, parce que de toute façon, une fois la découverte finie, ça retombe, et qu'on le fasse rentrer d'une manière ensemble de faire de la prévention. Et vous avez bien compris à travers ça, et c'est en filigrane d'ailleurs de la remarque de monsieur, c'est qu'à partir du moment où on est dans une logique de santé et de vivre ensemble, il y a quand même pas mal de choses qui sont atténuées, voire résolues sur la santé de l'ensemble de la population. Il y a d'autres mains se lever tout à l'heure. Oui, je vous en prie. Merci. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, je m'appelle Christophe Langouet, je suis conseiller départemental en charge de la démographie médicale et chargé de la santé sur la communauté de communes. Plusieurs remarques. La première concernant effectivement le fait que dans nos EHPAD, il y aura plus de GIR 5 et 6. Je reste terriblement inquiet concernant l'augmentation de la charge du personnel par rapport à l'augmentation de cette dépendance chez nos résidents. Surtout que en même temps, les financements baissent. Donc même si je suis ravi d'entendre parler d'expérimentation, mais ces résidents, très dépendants, il faudra continuer à s'en occuper quasiment de la même façon. Je pense que vous pourriez en parler beaucoup plus longuement que moi. La deuxième chose, contrats locaux de santé. Vous en avez parlé. Alors effectivement, les premiers contrats locaux de santé ont été axés effectivement sur le médical. Pour la communauté de communes du Pays de Cran que je représente, le deuxième est axé sur la prévention, l'alimentation, la prévention alimentaire ou celle de l'activité physique, les addictions, etc. Et la stimulation, entre autres dans les EHPAD, par la musique. Donc il y a des choses déjà qui se font au niveau des contrats locaux de santé. Je pense que les premiers ont été très axés, très dirigés d'un point de vue médical, et les suivants sont plus larges. En termes d'élargissement des horizons, je rejoins Nicole. Ensuite, le facteur. Alors le facteur, effectivement, c'est la bonne idée, sauf qu'on pense avoir inventé quelque chose qui existait autrefois. C'était vraiment le facteur dans nos territoires ruraux, était un acteur de lien social. Sauf qu'on ne le disait pas tellement on trouvait ça normal. Et c'est que simplement aujourd'hui, là où on a minuté la moindre action, qu'on se dit que peut-être que le facteur servait à quelque chose avant. Alors, 3 points très précis. Alors, le premier, l'équation que vous donnez, introduisons des GIR 4-5 pour permettre au personnel de mieux s'occuper des GIR 1-2, sinon on va avoir une charge de travail trop forte, dans les conditions d'une économie qui est centrée sur un établissement, avec une architecture et un personnel qui a la formation d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on est dans un impossible. Mais il y a d'autres modèles d'EHPAD, d'autres modèles aussi de prise en charge. Étant responsable de 400 lits d'EHPAD, je vois en gros de quoi il s'agit. On a pratiquement 90% de GIR 1-2 sur 422 lits. Ça nécessite de la formation du personnel, des approches différentes, de sortir du médicament pour les troubles du comportement. Ça nécessite une approche qui est différente. Ça veut dire que finalement, l'EHPAD devient un lieu de soins des troubles démentiels spécialisés, avec un personnel qui est spécialisé, une architecture qui est adaptée, et des procédures de formalisation du projet personnalisé qui est assez spécifique, qui est de plus en plus technique. Et donc, je me permettais de proposer que l'EHPAD de demain soit une EHPAD plutôt cognitive,
avec des lieux ressources bien repérés, et qu'il s'agit moins du vivre au pays que d'être traité de manière adaptée à la situation d'altération cognitive grave dans laquelle nous sommes. Dans ce cas-là, la question n'est plus de savoir l'équilibre entre GIR 2, GIR 3, GIR 4, GIR 5, mais quel est le projet des GIR 1, 2, 3, quel est le projet des GIR 4, 5, 6 et que ça soit vu pour les 4, 5, 6, plutôt dans quelque chose qui est plus ouvert et plus spécifique pour les 1, 2, 3. Le concept de dépendance n'est pas une dimension sanitaire et ce n'est en aucun cas un concept qui renvoie à une qualité de soins particulière. Donc là, il faut avancer là-dessus. Il y a un certain déni de la maladie démentielle, il y a une ignorance, il y a, voilà. Très souvent, je vois en consultation des personnes qui viennent me voir en disant « J'ai interrogé mon médecin généraliste pour maman qui avait des troubles de mémoire, et il m'a répondu que c'est normal pour l'âge. » Je l'ai encore eu hier matin en consultation. Donc c'est sûr qu'il y a un énorme travail, il y a une interrogation très forte de la médecine générale sur la gériatrie, à quoi ça sert, ça nous prend des places parce qu'on a un manque de généralistes, mais on ne voit pas la spécificité des prises en charge, et sans compétences particulières, on ne va pas avancer. Donc là, il y a de la culturation, ça fait 20 ans que je fais de l'enseignement post-universitaire aux médecins généralistes, ça avance, lentement, mais ça avance. Voilà. Je pense que la cognition est une dimension qui nous a complètement échappé après-guerre en France, parce que nous étions dans un schéma de pensée qui était dominé par le marxisme et la psychanalyse, qui nous a pratiquement pris tous nos universitaires pendant 25 ans, pendant qu'au Canada, aux États-Unis, on développait les sciences cognitives. Là, on a du rattrapage à faire. Le deuxième point sur le CLS, je suis d'accord que la question s'élargisse dans les nouveaux CLS, mais en fait, sans appropriation complète du champ. C'est-à-dire que la nutrition, c'est quand même l'apport de calories favorisé par l'activité physique qui donne faim. Mais on n'a pas complètement approché la question de la nutrition. Le rapport du ministère de l'Agriculture sur l'alimentation personnes âgées paru en 2015 nous montre un peu la direction à prendre. J'ai écrit un article il y a 2 mois qui a été publié, qui s'appelle « La gériatrie à tous les vents », où je montre que le regard médical et gériatrique sur la nutrition est complètement dépassé par ce que dit le ministère de l'Agriculture sur les circuits courts, sur l'adaptation de la nutrition, et que finalement on a un train de retard. Et le problème des CLS, c'est que c'est un regard qui, malgré tout, et malgré la bonne volonté que vous avez soulignée, et j'acte, mais qui a un regard qui est quand même très sanitaire, avec des modèles de pensée qui ne correspondent pas forcément à la demande populationnelle et de la société. En référence à l'enquête que UFC Que Choisir de 2015 sur nutrition et alimentation personnes âgées. Le troisième point, la Poste. Alors sur la Poste, il s'est trouvé que, après avoir cherché pendant 3 ans un partenaire pour former les facteurs, la Poste a choisi le Gérontopole des Pays de la Loire. Donc nous avons élaboré le programme de formation des postiers, des facteurs, après les avoir moult fois rencontrés. Aujourd'hui, il y a eu 40 000 facteurs qui ont reçu une initiation. Il nous en manque encore 35 000 pour couvrir l'ensemble du territoire. Et nous sommes en train de faire les évaluations des expérimentations. On est sur un modèle qui dépasse le fait que, avant, on venait prendre un petit verre de blanc, et donc on faisait déjà du lien social, et donc finalement on va payer, et en plus offrir le verre de blanc, ça coûte cher. Mais, alors c'est ce que disent, je répète ce qui a été dit sur des liens sociaux à propos de la Poste, ça fait rire. Mais en fait, les facteurs sont en train de réfléchir, et en tout cas les responsables de la Poste, sur une véritable mise en compétence. Monsieur le Président faisait référence à des expérimentations, donc celle des Landes, où il y a eu un contrat, une convention entre la Poste et le département, pour qu'il n'y ait plus d'inéquité entre les personnes, et que le postier fasse le même travail pour tout le monde, ça ne dépend pas de son investissement personnel, c'est des modèles intéressants, et il faut, et la Poste en est tout à fait conscient, il faut qu'il y ait une compétence des facteurs d'une part, mais deuxièmement, et ça c'est le diagnostic qu'on a fait aux premières évaluations, que le territoire où se trouve le facteur soit un peu organisé au niveau de la prise en charge gérontologique. C'est-à-dire que quand un facteur a une alerte et qu'il est dans un territoire
qui s'est bien organisé, il fait relais facilement. Sinon, il se retrouve évidemment en difficulté devant une situation de maltraitance, de confusion, etc. Il ne sait même plus à qui il faut téléphoner. Et c'est un tel désordre en France, l'organisation gérontologique, que la Poste est en train de se dire, est-ce qu'il faut qu'on crée nous-mêmes notre plateforme de télémédecine gérontologique, parce que les territoires peuvent pas... Voilà. Donc on est sur un modèle qui a commencé, l'appel d'offres sur Veiller sur mes parents a démarré en février 2017, c'est récent, avec très peu d'inscriptions, ça a un peu monté vers le mois de mai, on est au début d'une expérimentation. Je pense que le modèle d'un postier financier par la vieille dame qui fait que il va voir la vieille dame qui fait quelque chose et puis la voisine ne fait plus, ça ne marche pas. Et il faut qu'on conçoive en fait le facteur comme le relais de proximité quotidien dans un territoire qui s'est équipé. Et ça renvoie quand même à notre responsabilité d'organiser le territoire. Alors, moi je suis évaluatrice à bas à la MDA et je m'interrogeais en fait par rapport à la grille Agir. Je me demandais comment prendre en considération davantage les troubles cognitifs, voilà, quel est l'avenir de la grille Agir finalement avec l'évolution des troubles cognitifs. Et puis j'avais une deuxième question par rapport à l'aide à l'aidant. Que préconiser au mieux en termes d'aide à l'aidant pour soutenir les aidants à domicile qui portent justement le maintien à domicile des personnes? Voilà. Alors sur la grille Agir, je pense que la destinée de la grille Agir est la même que celle du maître étalon de la place Vendôme. C'est-à-dire que la grille Agir, elle est là, elle est inscrite dans la loi, elle est très imparfaite, il y a des items qui ne servent à rien. La conception de la cognition, c'est celle de Jean-Marie Vettel et de Leroux des années 70 avec le Géronte du Mans, c'est-à-dire qu'on est dans l'archéologie de la gériatrie. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'incohérence et puis l'orientation qui décrit la démence. On est vraiment dans un vocabulaire très gériatrique années 70. Voilà. C'est un instrument qui est très imparfait, qui trouve finalement sa pertinence par l'usage. Comme le maître, on aurait pu choisir autre chose que le maître de la place Vendôme, mais on a choisi le maître de la place Vendôme. Maintenant, on n'utilise plus la toise, le pouce et le pied, on utilise... voilà. Et donc, je pense que la grille Agir va persister. Pendant 3 bonnes années, on s'est interrogé sur le fait de faire disparaître la grille Agir pour un nouvel outil dans ce conseil scientifique Agir Pathos. Et on a regardé quelles étaient les conséquences de repartir dans l'évaluation d'un nouvel outil. En fait, c'est trop compliqué, trop coûteux, et ça nous ferait perdre du temps à tous. Donc, conservons la grille Agir, qui est un repère, pas complètement absurde, voilà, globalement. Et puis, agissons comme on vient de le dire, agissons différemment sur les modalités de financement. Je prends par exemple pour sortir de l'Agir d'établissement, à la grille Agir pour l'APA à domicile. Quand on a voulu faire un financement des technologies du domicile, la loi adaptation société vieillissement a créé une enveloppe de 148 millions d'euros financée par la CASA qui va être ventilée entre les départements pour pouvoir dans les plans d'aide faire du financement d'équipements au domicile. Et puis si on crée des technicothèques un peu partout, on aura un coût moindre des techniques. Voilà. Donc on contourne les failles de la grille Agir par des modèles additifs. Il faudra qu'on fasse pareil pour le financement des activités collectives en EHPAD, etc. Mais la grille Agir, le rapport LAR 2 de 2007-2008 avait déjà signalé que la grille Agir était impropre comme outil. Voilà. Donc si on parle de l'outil en tant que tel, il est ce qu'il est. Mais je pense que c'est devenu... Alors, le problème, c'est que quand un soignant dit « ce monsieur est GIR 2 », là, c'est catastrophique. Quand, par contre, celui qui est chargé de faire le financement de la dépendance dit « nous avons tant de pourcentage de GIR 2 », ça, c'est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que si vous avez une incontinence urinaire, mais que vous faites des autosondages, comme le font les paraplégiques, pour la grille Agir, vous êtes autonome, vous n'êtes plus incontinent. Mais entre nous, c'est quand même pas pareil de faire pipi tout seul ou avec une sonde.
Donc que le soignant dise que la personne n'a pas de problème urinaire, parce que sur la grille Agir, il n'y a pas de problème d'élimination, ça c'est dramatique, ça veut dire que c'est plus un soignant. Nous avons au lit du malade des gestionnaires à part. C'est deux métiers différents. C'est là que, si vous voulez, il faut être bien chacun sur des compétences. Compétences médicales, soignantes, qui est centrée sur la déficience et l'incapacité, et la gestion collective des finances dont on a besoin, qui est du côté du désavantage social, ou handicap au sens de l'OMS, ou en tout cas besoin de soins requis dans la formulation Agir. Ce sont deux regards sur la personne. Il ne faut surtout pas que les soignants disent que les gens sont GIR3, parce que ça ne veut rien dire pour un soignant. Par contre, en termes de répartition des moyens publics, ça a tout à fait sa légitimité. C'est ça l'écart entre les deux. Et votre autre question, c'était... C'était autour des préconisations pour les aidants à domicile. Ah oui. Alors là, je pense on n'a pas le temps, s'il faut développer la question de l'aidant. Simplement quelques pistes. Tout à l'heure, on s'est dit que c'est bien vieillir. Bon, quand on a 68 ans, c'est quoi le bien vieillir? Eh bien, c'est que sa maman, qui en a 92, puisse nous permettre, malgré ses difficultés, de continuer à avoir sa vie de femme et d'homme en couple. Ça, c'est important. Il faut que les dents, ils trouvent la compétence à travers une formation, c'est hyper connu. C'est-à-dire qu'on gagne de l'estime de soi à travers la formation, c'est tous les cursus santé canadiens. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas commencé le début de ça. Il faut aussi, pour les aidants, les plus en souffrance, qu'il y ait des lieux d'écoute, mais que ça ne soit pas des lieux expérimentaux financés pendant un an, avec un temps partiel, en CDI, en CDD, qui va être viré à la fin de l'année, comme on connaît dans tous les appels d'offres. Voilà. Il faut que le groupe de parole de la difficulté de l'aide, que ce soit pour une personne en situation de handicap, de maladie neurodégénérative ou d'un syndrome démentiel autre, il faut que ça fasse partie un peu de ce flux de ressources. Parce que finalement, c'est naturel de parler de ses soucis. Ça fait partie du plaisir d'aller au marché rencontrer une copine. C'est de pouvoir parler des soucis. Et donc, je pense que la formation, l'écoute et une bonne prise du vieillissement, une bonne prise en charge du vieillissement, ça fait partie de l'aide aux aidants. Là, en ce moment, on est en train de saucissonner l'aide aux aidants. Alors, il y a les aidants des Parkinson qui ne vont pas côtoyer les aidants des CEP, qui ne vont pas côtoyer, etc. On marche sur la tête. Mais pourquoi? Parce qu'on fait joujou aux appels d'offres hyper ciblés, où chacun va être en compète pour récupérer un peu d'argent, etc. Ça, c'est des jeux de société qui ne sont pas raisonnables par rapport aux enjeux. Donc, le micro, il est... Je vous en prie, le micro, vous arrive juste là, monsieur. Si vous pouvez vous présenter, merci beaucoup. Oui, donc Jean-Marc Alain, maire de Goron, et président du conseil d'administration de l'EHPAD Saint-Laurent. Voilà. Donc, je voulais revenir sur les facteurs de la Poste, parce que ce matin, justement, nous étions en CDPPT. Alors, c'est peut-être pas grand-chose aux gens, mais c'est la commission départementale de la présence postale. D'accord? Donc, justement, a été évoqué lors de cette commission, eh bien, le rôle du facteur en milieu rural, entre autres. Et bien évidemment, des exemples nous ont été apportés par lesquels, eh bien, il y avait déjà des départements qui avaient mis en œuvre cette possibilité de donner aux facteurs la surveillance, entre autres, de la personne, et puis même aller un petit peu plus loin. Donc il y a plein d'idées sur le sujet, donc avec profiter justement de ce passage qui est journalier dans toutes nos campagnes, hein, le facteur il va partout, donc profiter de ce passage. Par contre, je suis intervenu sur le sujet parce que aujourd'hui, on a d'autres associations qui vont également sur le territoire, ce sont nos ADMR, ce sont d'autres structures comme les CIMAD, les CIAD, etc. Et donc, il faut absolument que les facteurs, enfin, l'équipe qui se mettra en place, eh bien, que ce soit complémentaire à ce qui existe déjà et non pas concurrent. Donc, il y a un travail à faire entre toutes ces personnes, c'est-à-dire le groupe de la Poste, et ça, le président, enfin pas le président, mais la personne qui était représentante a bien compris le sujet, et avec les ADMR, il faut qu'il y ait une complémentarité dans l'action, et je pense qu'on pourrait avoir déjà en milieu rural, parce que moi je suis en milieu rural, je parle du milieu que je connais, eh bien ce serait déjà une très bonne chose, parce que, je le répète, le facteur passe partout. Donc, enfin passe partout, c'est pas un jeu de mots, hein. Donc, voilà.
Autre chose, ça c'était pour dire qu'il y a déjà... Je peux peut-être discuter avec vous sur ce point-là. Je pense qu'au niveau du groupe La Poste, c'est quelque chose qui est très très bien repéré. Et en fait, initialement, il ne désirait aller que chez des personnes qui étaient finalement sans souci de santé, pour rester dans un rôle de présence, et dès qu'il y avait le moindre professionnel, ne pas y aller. Et moi, je les ai engagés, parce qu'il y a un comité d'orientation du groupe La Poste là-dessus. Moi, je les ai engagés à aller plus loin, parce qu'il me semble que la frontière entre une personne qui dit parfaitement autonome et une personne qui a une fragilité, une difficulté, est quelquefois un passage un peu difficile à distinguer. Mais il est évident qu'une personne qui a, par exemple, une intervention de SIAD n'a pas à avoir une intervention, surtout si elle est journalière, n'a pas à avoir une intervention de facteur. Mais ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, ça ne pose pas de question. Ça boucle avec une autre interrogation. Je ne sais pas si vous connaissez la grille Fragir, qui est la grille de repérage sur les GIR 5-6, qui a été mise en place par la mutualité, qui est alignée aussi par la CARSAT. Et donc là, la question sur le facteur, c'est plutôt le type d'intervention en fonction du modèle de difficulté des gens qui sont dits autonomes. Et c'est là-dessus plutôt que... Oui, donc en fin de compte, il y a plein de projets au niveau de la Poste, parce que donc ils présentaient avec les techniques modernes maintenant, même de la télésurveillance, du télécontrôle, enfin un certain nombre de projets, donc ça avance bien, donc c'est intéressant et il faudra suivre ça de très près. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux EHPAD. Et c'est vrai que je suis un peu rassuré, parce que je ne comprenais pas trop comment on pouvait nous dire on va avoir une évolution en nombre de personnes âgées, et on aurait trop d'EHPAD. Donc là, j'ai compris par rapport à votre intervention qu'on aurait maintenant deux formes d'équipement, c'est-à-dire vraiment un équipement, on va dire EHPAD, avec des personnes dépendantes, on peut appeler GIR 1, voire GIR 2, peut-être 3, et ensuite il faudrait avoir à côté, pas trop éloigné, ou dans d'autres secteurs, des pôles de ressources gérontologiques. Je pense que par rapport à ça, ça va rassurer un certain nombre de présidents d'EHPAD, voire de directeurs, puisque... Pardon ? Oui, allez-y. Non, simplement, je voulais... la loi prévoit qu'à côté du modèle EHPAD, qui en effet doit être réservé aux GIR les plus faibles, il faut mettre des résidences autonomes associées à des services. Le pôle de ressources est un modèle qui est facultatif à construire, à côté de la résidence autonomie, qui soit vers la population qui est à domicile. Oui. Non, ok. Et donc, par rapport à cette dynamique, je pense que ça va rassurer quand même un certain nombre de professionnels par rapport à ce qui avait été préconisé il y a encore quelques années, quoi. Donc, autrement, vous savez qu'au niveau du département de la Mayenne, il y a beaucoup de dynamisme, ça a été souligné à maintes reprises, et il y a beaucoup déjà d'associations qui sont sur le territoire. Et moi, je voulais dire simplement, c'est-à-dire qu'il y a la première association qui était sur le territoire, c'était les ADMR. Ensuite, la génération mouvement, c'était les clubs des aînés qui se sont mis en place. Ils n'ont pas besoin des élus pour pouvoir, mettre en place ces structures. Ils se sont débrouillés. Nous, on apporte les équipements, les subventions s'il le faut, des services, mais bon, ils avancent bien dans cette dynamique-là. Et depuis maintenant 30 ans, eh bien, on a la retraite sportive qui existe sur beaucoup de territoires. Donc, vous voyez que déjà, il y a déjà sur un certain nombre de territoires des associations, une dynamique. Je prends l'EHPAD que je connais bien, l'art thérapeute passe régulièrement, les résidents font du théâtre, ils font il y a une chorale, enfin, il y a plein de choses, et je pense que dans beaucoup d'EHPAD de la Mayenne, il y a ce genre déjà d'activités qui se mettent en place. Donc maintenant, on a bien compris par rapport, il faut être clair entre nous, par rapport aux indépendants, ceux qui sont autonomes. Voilà, ceux qui sont autonomes, il faut trouver un accueil. On souhaite aujourd'hui à ce qu'ils restent le plus longtemps possible chez eux. Par contre, on arrive quand même à quelquefois, quand ils deviennent dépendants, à des problématiques. Puisque quand vous avez quand même 7 professionnels de santé qui passent dans la journée pour une personne qui a des complications importantes chez elle, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Donc je pense que l'EHPAD, pour ce genre de personnes, est quand même... Vous êtes un professionnel, et je pense
l'établissement adapté pour pouvoir l'accueillir. Alors, on va conclure juste après. Simplement, Génération Mouvement, l'ADMR, les SIAL, enfin, c'est l'empowerment du territoire. Là-dessus, c'est pas parce qu'il y a Génération Mouvement qu'il n'y a plus de place pour d'autres associations ou de relations avec d'autres associations. Moi, j'ai assisté à des soirées épiques dans une commune de 7500 habitants entre 4 associations pour les aînés. Il y en avait qui faisaient de la belote, les autres étaient dansants, les autres c'était des virées en vélo tout-terrain, pas tout à fait les mêmes générations. Et il a fallu un certain temps pour qu'ils se rendent compte que finalement, ces associations s'occupaient finalement d'une tranche de vie et étaient des parcours, c'est-à-dire qu'on allait d'une association à l'autre, etc. Et le fait de faire un diagnostic partagé et de se mettre ensemble a fait qu'aujourd'hui, en fait, ils ont fait une association commune. Donc, je pense que l'empowerment d'un territoire, c'est aussi quelquefois le dialogue des compétences qui s'y trouve. Et c'est assez intéressant. Anne-Marie, je vous laisse le mot de la fin. C'est dommage, nous devons arrêter cette belle présentation. Merci à vous, professeur, d'avoir passé ce moment avec les Mayennais. Merci d'avoir fait part de votre expérience. Ça nous pose question, ça nous incite à réfléchir ensemble, trouver des nouveaux modèles, penser autre chose. Et je voudrais dire, penser aussi au personnel de nos établissements. Je crois qu'ils ont besoin aussi d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle façon de travailler auprès des personnes dépendantes. Et je crois qu'on a aujourd'hui un aperçu de ce qu'on peut faire. On a un gros chantier qui s'ouvre devant nous. Vraiment, merci à vous d'être présents. Merci à vous d'être venus si nombreux, parce que c'est important, ces messages. Et on se retrouvera le 25 septembre, je ne sais pas encore l'endroit, n'est pas fixé. Donc le président vous enverra une invitation. Merci de votre présence à tous.